En fait, Besancenot a été mandaté par les élites trotskistes traditionnelles qui viennent, que pour chacun le sait, de Hachomer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sionisme laïque de gauche, hein, il faut le savoir. Il faut savoir ce que c'est que la filiation enfin, les hauts parrainages et l'histoire de la LCR qui amène au NPA. Il était mandaté, ça passe par le canapé de Drucker, enfin tout ça est bien... Là on voit la domination oligarchique, voilà comment les types c'est la fusée, quoi, les étages de la fusée pour amener le type, quoi. Et il était là pour finalement prendre le relais de Julien Drey et de SOS Racisme, parce que leur contrôle sur les banlieues arrive à la fin, hein, le contrôle par la gauche laïcarde sur les banlieues, et donc Besancenot a été là, et c'est vrai que si aujourd'hui tu veux régner sur les banlieues, il faut que tu contrôles d'une certaine manière les musulmans, parce qu'il y a une islamisation quand même des banlieues, c'est une évidence, voilà. Et donc à un moment donné, il a fallu effectivement mettre de la fille voilée, quoi. Donc ils ont mis de la fille voilée. Mais il se trouve que il s'est passé un certain nombre de choses, dont notamment les agressions de musulmans, qui étaient d'ailleurs avec moi, par les nervis du NPA, les types de la CNT, dont s'est vanté Besancenot. Nous avons fait le ménage, etc. On a des images où on voit des jeunes issus de la mouvance NPA attaquer des musulmans dans les manifs, etc. En fait, ils ont raté leur EPA sur les banlieues. Déjà parce que Besancenot est un ringard et qu'il était avec Joe Star. Le type, il croit qu'en étant avec Joe Star, ça va plaire aux musulmans. Les mecs, ils mélangent tout. Hein, voilà. Et ce mouvement trotskiste et néo-trotskiste qu'est la NPA, qui n'a jamais fait que de la manipulation toute sa vie, comme d'ailleurs Mélenchon, l'OCI, l'histoire du trotskisme n'est que de la manipulation de pauvres par une élite pseudo-marxiste, mais surtout communautaire, beaucoup plus en fait mondialiste et métisseuse qu'internationaliste au sens marxiste du terme. Enfin tout ça c'est dans mes bouquins et dans mes textes. Ayant raté l'Européa sur les banlieues, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la jeunesse musulmane, ils se débarrassent de la fille voilée, c'est tout. En l'humiliant en plus, donc elle est partie parce qu'elle a compris qu'elle avait été instrumentalisée. Et puis là, ce qui est dégueulasse, c'est que le NPA, en bon trotskiste, au lieu de dire bon, on n'a pas les banlieues, on va se débarrasser des musulmans parce que profondément, de toute façon, on est laïque, donc franc-maçon, et on est franc-maçon, lié à une maçonnerie en plus qui fait partie, qui nous renvoie à l'internal socialiste et au mouvement sioniste si on remonte les trucs. Ils ont produit un texte pour dire que le voile n'était pas compatible avec la lutte anticapitaliste. C'est-à-dire, ils ont sorti un petit texte bien dialecticien, bien néo-talmudique, pour justifier par de la dialectique néo-marxiste, finalement, qu'ayant raté l'OPA sur les musulmans de banlieue, la beurette qu'ils avaient cooptée, tu vois, comme on engage une femme de ménage, ils l'ont virée à coup de pompe dans le cul, quoi, je veux dire, voilà. Et elle a eu la dignité au moins, je dirais, de partir d'elle-même, plutôt que de se faire mettre au placard et de quémander, et en disant bien, j'ai été traité comme de la merde, je m'en vais, et puis eux, en face, ils ont fait un petit texte, le voile n'est pas compatible avec la lutte anticapitaliste, voilà. Et, enfin voilà, donc moi j'appelle ça Besancenot dévoilé un peu plus. S'il y a un travail qu'Égalité et Réconciliation a fait, que j'ai fait personnellement, c'est de démasquer Besancenot. Et c'est pour ça d'ailleurs que le système est en train de nous faire monter Mélenchon. Besancenot, il n'est plus rien. On va dire, d'ailleurs on va en parler, on va le vérifier par les fréquentations internet qu'il n'est plus rien. Et moi ce que j'ai, c'est que Besancenot m'a manqué plusieurs fois de respect. Il m'a fait virer d'une émission où je devais être face à lui, chez Moati, et il m'a insulté en mon absence en disant que j'avais pas le courage de venir. Il y a toujours des spécificités au Front National, c'est d'abriter en son sein, volontairement ou involontairement, une extrême droite nauséabonde. Vous aviez parlé de M. Soral, mais c'est un peu ça. Vous voyez, c'est un clown, mais pas un clown qui fait rire, pas un clown qui fait peur. C'est un clown qui donne la nausée, simplement la nausée, parce que c'est pas des mots qui sortent de sa bouche. C'est un torrent de boue, avec des insultes contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les francs-maçons, contre les francs-maçons, contre les communistes. Alors je sais pas s'il vient de la gauche, mais franchement, on vous le laisse. Il a dit qu'il faisait le ménage dans les manifs, c'est-à-dire qu'il a revendiqué le fait qu'il nous avait envoyé les milices de la CNT sur la gueule. Vous avez manifesté évidemment quand il y avait la guerre à Gaza. Ça vous gêne pas les slogans antisémites que vous entendez dans les manifestations pour les Palestiniens? Il n'y en a pas, et quand il y en a, on les chasse. Ouais. Nous, on fait le ménage. On fait le ménage. Et on l'a fait samedi dernier d'ailleurs. La troisième étape, c'est qu'un jour, moi, je vais l'attraper, Besancenot. Il va se retrouver en face de moi bientôt. Voilà. Et là, on rigolera, on filmera, puis on dira voilà, Besancenot, le cador, qui fait le ménage, etc. Montre-moi comment tu fais le ménage toi-même, puisque finalement, en tant qu'anticapitaliste, tu ne dois pas avoir de femme de ménage, tu dois faire le ménage toi-même, tu vois. L'anticapitaliste comment dirais-je, de mascarade, c'est pas pareil, quoi. On l'a vu d'ailleurs quand il distribuait des tracts dans la rue, que des gens sont venus lui poser des questions, il a fait réagir son service d'ordre pour virer les mecs. Excusez-moi, monsieur Besancenot, est-ce que vous connaissez le groupe Bilderberg? Vous connaissez le groupe Bilderberg? Monsieur Besancenot, est-ce que le nom même Bilderberg vous dit quelque chose?
une autre question, il veut pas me répondre. La mascarade de Besancenot touche à sa fin. Je me demande même à un moment donné, d'ailleurs, si le NPA va pas le... Il sera peut-être plus, d'ailleurs, je sais pas comment il est porte-parole, je crois. Le cycle du NPA, n'oubliez pas que c'est un porte-voix. Ils ne font que... On touche pas à la banque et on parle dans un mégaphone. Voilà, d'ailleurs, on voit quand même la faiblesse du mouvement par rapport à sa visibilité sur Internet, puisque sur son compte Dailymotion notamment, il a des vidéos avec moins de 700 visions, sur des vidéos qui datent de plusieurs mois. Bonne remarque. En fait, Besancenot a une perte totale de crédibilité puisqu'il n'existe que par les médias dominants. Et la question que j'ai posée et que les gens finissent par comprendre, c'est que, en général, le système ne sponsorise pas celui qui prétend détruire le système. Il le combat par tous les moyens. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, Besancenot a été décrédibilisé parce que la période Drucker, là, le canapé rouge, l'a aidé effectivement à monter auprès des ménagères de moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la catégorie people, quoi, je veux dire. Mais l'a décrédibilisé auprès de sa clientèle naturelle, qui sont quand même la jeunesse gauchiste en colère. Alors le gauchiste a deux aspects. Il a le côté généreux, idéaliste, etc. Et puis le côté idiot utile. Voilà. Et moi j'essaie justement de faire qu'ils ne soient plus des idiots utiles, mais finalement des combattants cohérents. Et Besancenot, se rendant compte qu'il était très décrédibilisé par toute sa série de petites manipulations médiatiques, voilà, qu'on voyait bien que s'il était révolutionnaire, il n'aurait pas droit à Drucker. Dieudonné-moi, on n'est pas invité chez Drucker. Voilà, le jour où on sera invité chez Drucker, c'est soit qu'on aura pris le pouvoir, soit qu'on aura trahi. Et, voilà. Et donc il s'est dit, il faut que je sois présent sur Internet comme Soral, parce qu'en fait, je suis sa bête noire. Voilà. Parce que nous, on a un site qui fait 1 million de connexions uniques par an, 12 000 connexions uniques par jour. Voilà. Et moi, j'ai mis une vidéo tous les mois que vous êtes en train de regarder, vous regardez les chiffres, parce que le compteur Dailymotion, ça, c'est un peu la vérité, c'est pas les statistiques qui nous fait croire que les Français veulent Strauss-Kahn, c'est pas les sondages officiels, c'est le compteur Dailymotion. Et moi, ce que j'ai dit aux gens, d'ailleurs j'ai été gentil, j'ai dit, allez voir combien fait Besancenot dans ses vidéos, parce que Besancenot, pour redevenir crédible, commet l'erreur, mais parce qu'il n'a pas le choix, de faire des vidéos comme moi sur Internet, genre je parle directement avec les gens qui sont sur la toile, c'est-à-dire la résistance, hein, c'est-à-dire les insoumis, comme en URSS avant, il y avait les dissidents, ils sont sur la toile, c'est un fait. Donc il se dit, je dois retourner vers ma soi-disant clientèle, qui sont les dissidents qui sont sur la toile, et qui ne regardent pas Drucker le dimanche après-midi, hein, c'est clair. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qui va voir Besancenot quand il se présente lui-même face à la résistance. Moi, je fais 30 000. Le premier jour, j'étais premier sur Dailymotion, la dernière fois, le premier jour, 8 000 en 24 heures, je sais pas quoi. Dieudonné fait 300 000 quand il fait Guerlain. Donc voilà, il fait 10 fois plus que moi, tant mieux, etc. Il y a des types qui, voilà, ça c'est la hiérarchie objective, réelle, honnête, des gens qui existent par eux-mêmes. Besancenot, il a essayé de faire des vidéos dans lesquelles il brasse du vent, il ne dit rien, avec une petite capuche, où on voit qu'il fait 62 kilos, c'est pour ça que un jour, je vais le peser, vraiment. Et puis, on voit qui regarde ça, 300 personnes, 600 personnes. Même quand moi, j'ai dit, allez voir pour rigoler, je lui ai amené du monde, il a plafonné à 1500. Et j'ai eu la générosité de dire, allez voir la vidéo de Besancenot. Voilà, ça ne marche pas. C'est-à-dire que Besancenot, quand il n'est pas sponsorisé par le système, n'existe pas. Cette petite merde n'existe pas. Voilà, hein. Il y a 600 personnes qui daignent regarder ces vidéos où il brasse du vent, il fait de la dialectique talmudico-marxiste pendant une demi-heure, il ne dit rien, c'est du vent, il est grotesque avec sa petite tête, je l'ai dit, de poupon, de veau sous la mer, de Krivine et de Ben Saïd, avec sa petite capuche pour faire streetwear, avec ses petites épaules là comme ça. Voilà, le mec, on voit vraiment qu'il a combattu, qu'il a travaillé, qu'il a un gros parcours, voilà, il est passé par le sous-prolétariat, le prolétariat, etc., le fils de prof, là. Voilà, et donc, Besancenot n'existe pas, ça se voit de plus en plus, et à mon avis, plus il va se débattre, plus ça va s'aggraver, quoi. C'est pour ça. Et je me rappelle comme il se sentait fort quand il m'a fait humilier, manquer de respect, fait virer, fait agresser, etc., puisqu'il a assumé ça. Je pense qu'arrivera un moment donné le jour où il se retrouvera dans une vraie égalité démocratique face à moi avec juste ses deux petites mains et sa petite tête, quoi, voilà. Comme nous sommes tenus de le faire par notre chronomètre qui décidément défile à toute vitesse, nous allons accueillir notre prochain invité et je peux vous garantir que la température des débats va monter. Alain Soral, mesdames, messieurs. Asseyez-vous, Alain Soral. Alors, ne pas me prendre pour un âne, vous avez entendu la chanson là ? Non.
C'est ne pas me prendre pour un la couverture du bouquin. C'est à peu près la couverture de votre bouquin, l'abécédaire de la bêtise, qui est réédité, je crois, parce que... Oui, c'est un... qui est toujours en avance. Bêtise, c'est vrai qu'on peut la rééditer souvent. Oui. Est-ce que vous êtes un petit peu calmé? Parce qu'il y a quelque temps, vous interdisiez sur des plateaux de télévision parce qu'on ne pouvait pas discuter avec vous. Vous étiez une sorte d'avalanche de paroles comme ça, souvent difficiles à entendre, il faut bien le dire. Je suis bien obligé de tenir compte du rapport de force et de la réalité. J'avais mis la barre très haut, j'ai eu beaucoup d'ennuis et j'ai survécu. Donc le message d'espoir, il est là. On peut avoir fait ce que j'ai fait jusqu'à présent et survivre. Très bien. Donc j'envoie le message. Qu'est-ce que vous avez fait? Pas mal. J'ai fait Dieudonné, Le Pen, du lourd. Vous êtes toujours autour de Jean-Marie Le Pen, oui, non? Bien sûr. Vous êtes membre du comité central du FN, c'est ça? Oui. Ça veut dire quoi, comité central du FN? Rien. Non mais sincèrement, ça veut dire quoi? À quoi ça sert? Si ce n'est vous attirer des ennuis en tant que libre penseur. Comme Dupont-Aignan ne s'est pas présenté à la présidentielle, et qu'il n'y avait donc pas de candidat pour moi du nom, d'un nom non mondialiste à la présidentielle, moi j'ai fait comme j'avais fait pour Chevènement, j'ai appelé à voter Le Pen à la présidentielle. Et j'ai participé à la campagne. Certains, les initiés, savent que je suis un des auteurs du discours de Valmy, qui était un très beau discours, qui a été d'ailleurs parodié par Sarkozy après à Périgueux, c'est-à-dire qui était sur l'hymne national républicaine. Et je continue, je suis président d'une petite association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, qui s'appelle Pour une réconciliation nationale, pour qu'en France ça ne se finisse pas comme dans les Balkans avec la sécession d'un Kosovo de chez nous, en disant qu'on devait réconcilier les Français de toutes origines sur l'idée de nation. Voilà. Donc vous êtes un nationaliste? Oui, néo-nationaliste ou alter-nationaliste, parce que j'explique, comme le font d'ailleurs très bien les gens du PT, pas Besancenot, les sérieux, les trotskistes sérieux, qu'aujourd'hui, pour des raisons dialectiques, la nation est ce qui protège le peuple, les travailleurs et les acquis sociaux, et qu'on ne doit pas faire dans l'essentialisme antinational en se référant à un nationalisme guerrier de l'époque de Barès, mais comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas défendre autrement les acquis sociaux et les acquis en général, autrement que par la nation. Et je pense que M. Dupont-Aignan d'ailleurs est d'accord là-dessus, et que les autres sont... Jusqu'ici tout va bien. Mais vous n'êtes pas tellement un partisan de la tempérance ni de la modération, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous étiez communiste, marxiste, très à gauche dans votre jeunesse, et vous passez aujourd'hui à l'extrême droite. Comment vous expliquez ce passage? D'abord, je ne suis pas passé à l'extrême droite. Je suis un intellectuel communiste qui a suivi ses électeurs. Parce que je vous ferai remarquer que si le Front National à un moment donné est monté à 18%, c'est pas parce qu'il y a eu 18% d'extrême droite en France. Et si le PC en même temps passait à 2%, il y a un phénomène de vase communicant. C'est que le travailleur français a compris... Nicolas Dupont-Aignan dit oui. C'est que le travailleur français a compris avec son instinct très sûr que le seul mouvement qui défendait encore un peu le peuple était le mouvement de Jean-Marie Le Pen. C'est une étrangeté de l'histoire, mais c'est un fait. Et d'ailleurs, j'appelle les gens à écouter les discours de Georges Marchais d'avant la prise de pouvoir de Mitterrand, juste avant. C'est strictement les discours du Front National d'aujourd'hui. Je veux dire, il suffit de se plonger dans l'histoire sérieuse. Alors, vous dites Jean-Marie Le Pen, mais Jean-Marie Le Pen, on sait tous qu'il est très vieillissant. Quel successeur pour Jean-Marie Le Pen, vous? Non, moi je tiens à ma liberté, et puis je n'ai pas cette capacité incroyable de rhétorique de Mme Guigou, qui est sur la Constitution, j'ai entendu tout à l'heure, je veux dire... Madame Merkel a dit, Monsieur Giscard, que c'était strictement la même chose, la Constitution et le mini-traité, tout le monde le sait. Je n'ai pas cette capacité. Moi, je suis un émotif et j'ai beaucoup de mal à mentir. Donc, je ne peux pas faire politique. Vous avez voté Royal au deuxième tour, c'est ça, hein? Moi, c'était tout sauf Sarkozy, ma ligne. Donc, je pense d'ailleurs qu'on est tous d'accord là-dessus. On a tous essayé de faire barrage de Sarkozy dans le bouquin. Parce que, si, dans la préface, j'ai fait une préface pour actualiser. Et d'ailleurs, ce qui est génial avec Sarkozy, c'est qu'aujourd'hui, on a un pouvoir élyséen qui est plus drôle que le Charlie Hebdo des années 70, et Charlie Hebdo qui est passé au néoconservatisme américain. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a rien de plus drôle que l'Élysée, il n'y a plus besoin de faire de caricature, c'est une... Sarkozy bientôt à poil en couverture de Voici. Oui, d'ailleurs, le temps que j'écrive ça, c'était fait, vous voyez. Pas vraiment, quand même. Et puis on attend maintenant que Carla Bruni se barre avec son fils. Ça y est, voilà, ça y est, ça commence. Ouais, bon, c'est... Vous êtes comment? Vous êtes marié aujourd'hui, vous avez une situation de famille, Ah oui, je suis marié depuis 14 ans, je suis même marié à l'église. Oui. Non, parce que il y a une certaine époque, vous aviez un discours sur les femmes qui était difficile à entendre, surtout quand on était une femme. Hein. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours irrité les abrutis de quelque tendance qu'ils soient. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Vers la féminisation,
qui a beaucoup d'ailleurs été imité, un par Zemmour et récemment par une jeune femme qui a écrit L'homme et l'avenir de la femme. Donc j'ai toujours un peu d'avance et je prends les coups. C'est un peu le problème de l'avant-garde. Vous avez écrit tout de même une fois tous les communautarismes montants, gays, islamiques, féministes, etc. Bon, se créent et se renforcent par imitation, hostilité et opposition au communautarisme judéo-sioniste. Ça veut dire quoi ça veut dire que le communautarisme qui a montré la voie est plutôt celui-là. On voit très bien aujourd'hui qu'il y a un dîner du CRIF auquel tout le gouvernement participe, même le président de la République, et qu'on peut imaginer que le CRAN demande la même chose, et toutes les comités demandent la même chose, c'est-à-dire un président de la République, tout le gouvernement qui vient écouter. En quoi ça entrave le fonctionnement de la République? C'est juste contraire au principe même de la Constitution, puisque la République française ne reconnaît que des individus et l'intérêt général, et ne reconnaît pas les communautés ni les lobbies. Ça vous choque, Nicolas Dupont? C'est la loi. C'est là le passage qu'on est en train de vivre, avec notamment la Charte des droits fondamentaux. Le principe de la République française, c'est que l'individu est égal, les individus sont égaux en droit, en devoir, et qu'il n'y a pas de communauté entre l'individu et la nation. Ça, c'est le principe de base de la République qui a été la fin de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'était des castes, des féodalités, le tiers-état, la noblesse, le clergé. Et notre société réinvente ces fameuses castes qui, au lieu de libérer l'individu, l'enferment dans des communautés. Alors, il y a le respect, bien sûr. Les individus sont libres de choisir leur communauté. Mais bien évidemment, mais heureusement. La question majeure, c'est qu'on ne gouverne pas en additionnant des discours en faveur de telle communauté ou de telle communauté. On a un discours pour l'ensemble des Français et pour la nation, parce que les Français peuvent d'abord appartenir à plusieurs communautés. Ils peuvent avoir des sensibilités, des appartenances. On a tous le droit d'avoir des appartenances, bien évidemment. En revanche, le président de la République et le gouvernement, les parlementaires, nous sommes députés de la nation. Nous ne sommes pas députés de la Seine-Saint-Denis. La dérive communautariste, ça vous fait quelque chose qui vous effraie, Elisabeth Guigou? Moi, j'ai horreur de ça. Et je trouve qu'il y a des tendances actuellement que je réprouve absolument. Mais par exemple, que le président de la République s'exprime au dîner du CRIF, c'est quelque chose qui vous choque? Ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Le président de la République. C'était le Premier ministre. Ce qui me choque, c'est d'organiser la concurrence des mémoires en rendant un enfant à 10 ans en plus, responsable d'un autre enfant mort. Alors justement, nous avons fait un petit sujet là-dessus. Maintenant, je ne vois pas au nom de quoi, parce que moi je suis révulsée par le communautarisme. Je pense que la nation française, elle est une. D'ailleurs, elle n'est pas effacée par l'Europe, qui est une fédération d'États-nations, peut-être, un jour. Mais je ne vois pas en quoi la Charte des droits fondamentaux organise le communautarisme. Alors, attendez, Monsieur Dupont-Aignan, s'il vous plaît. Écoutez, on a déjà parlé je vais envoyer. Je vais envoyer la Charte des droits fondamentaux avec Stabilo Bossé les articles à Madame Guigou. Et je serai heureux. Passez-moi mon livre, je vais vous citer l'article. Ils n'en peuvent plus en régie. Je vais vous l'offrir. On va enchaîner avec ce sujet que nous avons tourné. On a essayé de comprendre les relations, c'est vrai, parfois difficiles à percevoir entre Nicolas Sarkozy et les religions. Regardez, c'est un sujet de Xavier Plasson. Au Congrès, dans la Constitution, dans les tribunaux et même sur le billet vert chez nos frères américains, la référence à Dieu est vraiment partout. En France, c'est une autre histoire. Depuis 1905, la loi sépare clairement l'Église de l'État et exclut toute référence religieuse de la sphère publique. Et pourtant, Dieu, c'est une idée qui peut être intéressante. Une idée bien chère à notre président de la République qui prône la réconciliation. Jamais je n'ai dit que la morale laïque était inférieure à la morale religieuse. Ma conviction, voyez-vous, c'est qu'elles sont complémentaires. Ministre ou président, Nicolas Sarkozy a toujours redoré le blason des religions sur la place publique, en particulier en faveur des musulmans, en leur créant une instance représentative, un islam de France, plutôt qu'un islam en France. Nous avons besoin de la contribution de l'Église catholique, comme de celle des autres grands courants religieux et spirituels, pour éclairer nos choix et construire notre avenir. Et la laïcité dans tout ça. L'État, la religion, la frontière est décidément bien floue, en particulier en direction de nos têtes blondes. Si nos jeunes peuvent à un moment de leur vie être initiés à ces questions-là, c'est mieux que s'ils ne le peuvent pas. Aussi à l'aise dans une mosquée que dans une basilique, à Rome, il est surtout tout sourire face à un pape pas habitué à ce qu'on lui serre la main. En fait, c'est ça, le président constate un retour du religieux dans la plupart de nos sociétés. C'est une réalité. Seuls les sectaires ne le voient pas. Et les sectes, justement. Selon la directrice de cabinet du président, elle serait un non-problème en France. Emmanuel Mignon qui ajoute qu'on peut s'interroger sur la menace représentée par l'église de Scientologie. C'est sûr que là, le scientologue n'a pas franchement l'air menaçant.
Le scientologue Tom Cruise. Alors c'est vrai que la frontière est parfois floue, mais c'est vrai que c'est difficile à établir. Et on ne peut pas nier, effectivement, un retour du religieux, un regain d'intérêt pour le religieux en France. Personne ne nie le fait religieux. La religion, la croyance n'est pas interdite dans notre pays, heureusement. C'est pas la question. La question, c'est pas la place du religieux, c'est la place du religieux dans la sphère publique. Et c'est le rôle de la République et de l'État. C'est tout. On a un système qui a été mis en place en 1905 après beaucoup de difficultés, qui s'est mis en place progressivement au cours du XXe siècle. Moi, le président de la République, et c'est là la grande ambiguïté d'aujourd'hui, n'a pas été élu pour supprimer la publicité à la télévision publique, pour changer la loi de 1905, etc. Il a été élu sur deux problèmes majeurs du pays, les délocalisations, le chômage de masse et la paupérisation de notre société. Et il a été élu sur le problème de l'identité nationale, la volonté d'une république et d'une identité nationale. Et il a abandonné les discours d'Henri Guénaud une fois élu, et il revient à ces vieilles lubies que je connais, puisque je connais le président de la République depuis un certain temps comme homme politique, qu'il avait caché soigneusement pendant la campagne. Et c'est là où je dis qu'il y a danger, parce que les Français ne l'ont pas élu pour ça, c'est tout. Et vous avez aussi dénoncé farouchement, sur votre blog notamment, le parrainage de la mémoire d'un enfant déporté par un enfant de CM2. Parce que c'est absurde. Parce que, bien évidemment qu'on doit évoquer les camps de concentration, bien évidemment qu'on doit avoir un devoir de mémoire et d'histoire, mais on n'est pas dans le showbiz, moi, je on est dans des affaires graves. Mémoire, parce que la mémoire, c'est une catégorie, je ne comprends pas très bien ce que c'est. L'histoire, par contre, c'est fondamental. C'est important d'avoir une mémoire, non? Non, ça va avec l'histoire. L'histoire, c'est plus sérieux, quoi. La mémoire, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une catégorie assez floue. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que Sarkozy a réussi à faire, là, l'union sacrée. C'est-à-dire de faire que Le Pen et Simone Veil sont strictement d'accord. Ils ont fait la même critique de cette proposition. Et là, c'est un peu inquiétant. C'est qu'on a un problème en France, effectivement, de pouvoir d'achat, de croissance, d'emploi. Et pourquoi Sarkozy va dévaster des domaines où ça fonctionne à peu près? Simone Veil s'est tout de même déclarée favorable à participer à la commission de réflexion sur la mise en place de cette mesure. Mais pourquoi pas? Attention, ne mélangeons pas tout. Je crois que ce qui choque aujourd'hui, et j'espère que le président de la République entendra le message, c'est cette espèce de concours Lépine de la meilleure idée qu'on sort devant chaque public différent. C'est pas l'objet, c'est pas le rôle du président. Elisabeth Guigou. Non, là-dessus, encore une fois, ce qui me paraît le plus grave, c'est le risque de la concurrence des mémoires. Ça, c'est terrible. Le fait que ce soit aussi un fardeau beaucoup trop lourd à porter pour des enfants. Et c'est vrai que lorsqu'il y a une évocation collective... Des enfants à titre individuel, ok, mais une salle de classe tout entière. Non, mais bien entendu, mais ça c'est très différent. Et donc vous seriez favorable à cette proposition d'une salle de classe tout entière? Attendez, parce qu'il y a la charge de l'émotion qu'on sollicite en permanence. Or, il faut pouvoir arriver à faire réfléchir les élèves sur ce qui s'est passé. Donc moi, je pense que c'est une approche, je partage l'opinion de Simone Veil, qui est de toute façon à récuser. La deuxième chose, c'est que sur la laïcité, ça me paraît très grave, parce que réduire les civilisations aux religions, ça, c'est pas bien. Parce que les religions, ça compte, c'est sûr. Mais dans notre pays, d'abord, avec la laïcité, c'est la laïcité. De l'Église, dit-on. Non, mais la laïcité, c'est la tolérance vis-à-vis de toutes les formes de croyances, ceux qui croient à des religions et ceux qui n'ont pas de religion. Donc c'est ça, c'est la tolérance. Et à partir du moment où on fait sortir les religions de la sphère privée, où elles devraient rester, alors à ce moment-là, eh bien, il y a des dérives graves. Quand j'avais entendu Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, dire « j'ai nommé un préfet musulman », j'ai été indignée. Voilà. Parce qu'on ne caractérise pas un préfet de la République par sa religion. Mais c'est surtout lever un tabou, non? Excusez-moi, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de préfet musulman. Si Ramayad a pu dire on dit ça parce que je suis noir, c'est parce que justement elle s'appuie sur cette espèce de communautarisme victimaire qui est devenu un système de chantage, et d'ailleurs que la gauche a pas mal mis en place avec sa gestion des banlieues à l'époque avec SOS Racisme, où à un moment donné l'antiracisme a remplacé les rapports de classe. C'est-à-dire que moi je ne crois pas que l'antiracisme soit une idéologie sérieuse à un moment donné, parce que ça crée que à ce moment-là, moi j'ai vu l'annonce du film de Danny Boone sur les ch'tis. C'est pas un film raciste anti-ch'tis? Parce qu'on se moque des gars du Nord. C'est drôle avant tout. Et alors, qui définit ce qui est drôle? C'est vrai que vous ne supportez pas le comique, vous.
Non, c'est vrai, il y a du comique. Non, je supporte les Alors comiques vous dites quand que ils c'est sont drôles. réac, bête, conformiste, lâche, méchant, chiant, vieillit mal. Moi, je vous aurais dit que vous étiez très comique à une Ah oui, certaine moi, je suis époque. plus drôle qu'eux souvent, oui, bien sûr. Je trouve, non, mais j'aimais bien les comiques quand ils font leur boulot de subversion, mais aujourd'hui, je les trouve très conformistes. On a bien vu avec l'affaire Dieudonné que, je veux dire, quand il s'agit de réellement essayer de faire bouger les choses sur des sujets C'est pas un peu bouger les courageux, choses, c'est choquer certaines personnes, certaines on voit ce qu'il a essayé de faire au début. Hein, c'est si on reprend, choquer certaines cultures. Bon, on voit le premier sketch. Et ce que je vois, moi, c'est qu'aujourd'hui, les comiques font en gros du pipi caca, c'est très très conformiste, parce qu'ils ont très peur du politiquement correct, parce qu'il y a une dictature du politiquement correct et une judiciarisation de la France sur le politiquement correct, avec notamment le logique des lobbies communautaires. Moi, je me suis fait emmerder par les féministes, alors que je ne critiquais que les idiotes, pas les femmes. Non, je me suis fait emmerder par Act Up, alors que je ne moquais pas des homosexuels. Je critiquais le communautarisme victimaire homosexuel qui devenait une espèce de... En fait, ce sont des minorités agissantes aujourd'hui qui parlent au nom de gens qui ne les ont pas mandatés pour faire pression. C'est-à-dire c'est des stratégies quand même de chantage. Et les juifs, vous êtes toujours... Mais c'est pas spécialement. Moi j'ai écrit en disant que le communautarisme était dangereux. Et j'ai critiqué tous les communautarismes. Il se trouve que je suis pas comme Pascal Bruckner. Quand je critique tous les communautarismes, je critique aussi le communautarisme juif. Sinon c'est de la lâcheté et je n'ai pas ce défaut-là. Voilà. Et il se trouve qu'à un moment donné, les communautés les mieux organisées réagissent à ma critique en proportion de leur organisation. C'est-à-dire que le lobby breton m'a emmerdé en proportion de sa puissance de feu et un certain lobby communautaire que je n'ose même pas nommer ici de peur de prendre la foudre sur la tête, m'a énormément tapé sur la tête parce qu'il est puissant, c'est tout. Voilà. Il est puissant et surtout il s'est senti sans doute très agressé par vos propos. Quelqu'un d'anticonformiste à nous. La vague d'anti-américanisme qui traverse les opinions occidentales est en train de se transformer en soutien à la cause palestinienne. Le couplage anti-sionisme, anti-américanisme peut-il donner naissance à un AGM, un antisémitisme génétiquement modifié? Alain Soral, Ronnie Broman et William Goldnaden en débattent vigoureusement sur ce plateau. Soral, éternel récidiviste, vous écrivez, derrière le djihad américain, ce qui se profile en réalité, c'est la fin de la rente de Nuremberg. Et cette idée de rente, c'est-à-dire d'instrumentalisation de la Shoah, elle vous obsède à tel point que vous y revenez un peu plus loin à propos de l'affaire Papon. Je vous cite, « Quand je vois ceux qui s'acharnent sur un vieillard, déjà 3 fois jugé, être tellement étranger à ce pardon chrétien, si profondément ancré dans la mentalité française et dans nos valeurs démocratiques, j'espère seulement que les Palestiniens, le jour où ils auront à nouveau un pays, ne se mueront pas à leur tour en rentiers de la réparation et ne poursuivront pas le retraité Sharon, complice des massacres de Sabra et Shatila et autres purifications ethniques, avec le même acharnement vengeur. Traduction juive, pas française, c'est ça? Non. Étranger à la mentalité chrétienne, démocratique. On voit pas pourquoi certaines communautés échapperaient à la morale et à l'universel. Quand, à un moment donné, on se plaint de persécutions racistes, et qu'on a été victime de persécutions racistes. Ça ne donne pas, je dirais, un tampon pour qu'on ait droit à son tour d'être raciste. Donc le problème, moi pour aller radicalement au fond du problème, je ne suis pas spécialement pro-palestinien, je suis français et j'en ai rien à foutre. Ce qui m'emmerde moi, c'est que en France, on est en train de faire monter des communautarismes opposés qui sont en train de foutre en l'air quelque chose qui était de l'ordre de la paix républicaine, et que ça devient difficile de savoir avec qui on peut parler et pas parler. Et je veux dire simplement, je vois pas pourquoi on pointerait un certain racisme et pas un autre. Donc je dis que quelqu'un qui dit j'appartiens au peuple élu et cette élection se transmet par le sang de ma mère et ça me donne une sorte de droit de droit divin, parce que c'est ça le problème, c'est savoir si le droit divin prime sur le droit international en gros. Et je dis ça, c'est dangereux et ça contient du racisme. Et c'est pas parce que un juif d'un seul coup dit ça qu'il ne peut pas être raciste puisqu'il est juif et qu'il a été victime du racisme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné les Israéliens veulent habiter dans une terre, comme l'a dit Arnaud Klarsfeld, une petite terre où il y aurait que des juifs, qui disent autre chose que ce que disaient à un moment donné les Serbes. Et moi, le problème, c'est quand les intellectuels de gauche d'origine juive ont dit les Serbes pour la purification ethnique, je me dis, à la limite, je sais pas si je suis pour ou contre, mais il faut le dire aussi quand Sharon le fait. Et moi, je pense que, d'une certaine manière, je suis sharoniste, parce que je pense que un Israélien de gauche, dans sa construction mentale, c'est un colon. Donc il faut qu'il s'en aille. S'il veut rester, il faut qu'il croie en Dieu. Il faut qu'il croie que c'est Dieu qui lui a donné cette terre. Donc la dérive naturelle d'un Israélien qui veut rester en Israël, c'est de devenir croyant. Mais à ce moment-là, il est sous l'égide du droit divin. Donc il ne peut plus recourir à la notion universaliste de droit international ou de droit laïque et universel. Et il y a tout ce problème. C'est savoir que si monsieur qui est en face de moi, excusez-moi, je me rappelle pas exactement de votre nom, et me dit, moi je crois à l'élection parce que je crois en Dieu et je crois à Moïse au table de la OSRA, je dis c'est très bien, mais vous pouvez pas demander à la République de vous donner le tampon, parce que ça, en 1791, on a assimilé en France
tous les Français d'origine juive en tant que citoyens. Mais ils devaient rentrer dans la République et renoncer à un certain communautarisme ethno-tribal. Vous pouvez pas à la fois dire je suis un républicain citoyen et en même temps je suis un juif ethno-tribal. À un moment donné, il y a vous êtes face à une contradiction et je ne fais que la pointer du doigt. Alors William Goldnadel va répondre sans parler d'instrumentalisation. Hein. La religion de la Shoah, l'hypermnésie de l'Holocauste ne rend-elle pas les Juifs insensibles, sourds aux souffrances du peuple palestinien? Paradoxalement, vous reprochez aux Palestiniens d'exploiter médiatiquement leur statut de victime, comme s'il y avait statut de victime qui est valorisé, survalorisé par la sensibilité contemporaine, comme s'il y avait une course pour la palme du martyr. J'ai écrit tout ça. Hein. Ouais. Je me suis plaint moi-même de l'hypermnésie de la Shoah. J'ai pointé cela et j'ai constaté... Est-ce qu'elle n'est pas source d'insensibilité? Je ne crois pas. Lorsque Soral prétend, je ne sais pas où il l'a vu cela. Je ne sais pas où il a vu que les Juifs, qu'il appelle les Juifs communautaristes, voire hystériques, ont exigé, sous prétexte qu'ils avaient été victimes de la Shoah, une sorte de tampon où ils auraient le droit de blanc-seing. En réalité, ça fait partie évidemment de l'arsenal antisioniste. On prétend que les Juifs instrumentalisent la Shoah pour faire des massacres en Palestine à l'identique de ce qu'ont fait les nazis. En réalité, Soral, dans son bouquin, est obsédé par la Shoah. Il blâme la compétition victimaire entre les gens. Mais c'est Soral lui-même qui compare, qui reproche notamment à Hollywood d'avoir mis en scène la Shoah à travers la liste de Spielberg, à travers et de ne pas avoir et de ne pas faire le martyr palestinien. Et de ne pas faire de film sur le martyr palestinien. Mais nous sommes mais on est dans l'absurdité la plus totale. Dans l'absurdité. Et pourquoi pas sur le problème kurde? Pourquoi? Attendez, c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Pourquoi vous venez dans votre pamphlet uniquement reprocher à Hollywood le fait d'avoir fait des films sur le martyrologe juif et non pas sur le martyrologe palestinien. D'abord, permettez-moi de vous dire, quand vous dites que vous avez les yeux secs par rapport au martyrologe juif, moi je n'ai pas peur de dire que j'ai les yeux secs par rapport au martyrologe palestinien. D'abord parce que la vérité m'oblige à dire que ça vous plaise ou non, c'est de la petite bière, le martyrologe palestinien par rapport au martyrologe juif. C'est de la petite bière, premièrement. Deuxièmement, je le dis. Non, mais je comprends qu'en termes d'échelle, c'est vrai que c'est en termes d'échelle et d'organisation, je n'ai pas fini, et d'organisation industrielle de la mise à mort des gens, c'est de la petite bière, Goldnadel, persiste et signe. Ronnie Broman, vous êtes sur une position, Soral, silence. Vous êtes sur une position pas très éloignée de celle de Soral quand vous dénoncez la stratégie victimaire d'Israël qui consiste à mettre en avant les souffrances d'hier pour relativiser ou justifier les violences d'aujourd'hui. C'est ce que vous appelez le chantage à l'antisémitisme comme arme d'intimidation absolue. Alors au fond, Ronnie Broman, vous êtes, vous, paradoxalement, un antisioniste par vocation juif. Un juif ne peut être que du côté des persécutés. Non, un juif peut être du côté qu'il choisit. Il n'y a pas une sorte de métaphysique de l'élection, pour reprendre le terme que Soral empruntait à Finkielkraut. Il y a des choix. Moi, je suis juif parmi d'autres éléments qui composent mon identité, républicain, mais ce français, chantage à l'antisémitisme, vous ne le supportez pas? Non, je ne supporte pas le chantage à l'antisémitisme, mais je ne nie pas non plus que l'antisémitisme puisse se cacher sous des positions politiques valorisées, naturellement. D'ailleurs, je voudrais souligner à ce stade de la discussion que l'antisémitisme ne prend pas seulement le masque de l'antisionisme, il prend aussi le masque du sionisme. On a bien vu, par exemple, la coalition chrétienne de Christian Coalition, qui a des lettres de noblesse antisémites assez bien écrites et assez nombreuses dans son histoire récente aux États-Unis, qui est aujourd'hui, au nom d'une promesse biblique, au nom d'une vision apocalyptique du monde, l'apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps qui est en train d'arriver, qui va entraîner le regroupement des Juifs en Palestine, lui-même annonciateur du Messie, et enfin de la parousie chrétienne, de l'élimination des infidèles, etc. Aussi. Voilà. Mais un rapprochement juif communautariste et Front National. Oui, quand on dit c'est bien Le Pen pour voter le cul des Arabes, ça veut dire ça aussi. Oui, il y a des tentations, il y a effectivement des tentations de ce type-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'antisémitisme n'appartient pas à un camp politique. Et, on a dit tout à l'heure qu'il pouvait être de droite comme de gauche. On peut aussi, et c'est moins souvent compris et analysé, il peut être aussi du côté sioniste, car il y a
a pour les antisémites une promesse dans le sionisme qui est quand même assez réjouissante, celle de virer tous les juifs pour les regrouper dans leur petit bout de terre là-bas et se débarrasser une bonne fois de la présence des juifs en Europe, en Afrique, en Amérique et ailleurs. Donc il y a effectivement des rencontres assez extravagantes, assez déconcertantes pour une raison un peu superficielle, mais qui peuvent se comprendre lorsqu'on creuse un peu le problème. Par ailleurs, je voudrais je voudrais revenir en 2 mots sur la question de l'élection, parce que il me semble qu'il y a, moi je ne suis pas un spécialiste des études juives, loin de là, je sais simplement que le concept d'élection est un concept purement théologique. C'est-à-dire qu'en dehors d'une relation religieuse au judaïsme, à la fois à Dieu, aux écritures sacrées, il n'a absolument aucun sens. Et le problème de l'élection, c'est sa laïcisation. C'est la transformation d'un concept religieux en un concept politique qui lui-même est le prélude à la promesse biblique, bref, au fait de tenir la Bible pour un titre de propriété, pour une espèce de cadastre dont on va se réclamer pour installer une autre... Bon. Ça, c'est en dehors de la religion, l'élection n'a aucun sens. D'accord. Le sionisme générateur d'antisémitisme, vous allez faire plaisir à Soral, parce que lui, il nous explique que le couplage entre l'anti-américanisme et l'antisionisme ne constitue en rien un terreau favorable à l'antisémitisme, et au contraire, finalement, s'il y a climat d'antisémitisme, si je vous ai bien lu, climat antisémite, ce sont les juifs qui en sont responsables. On ne se lasse pas de lire et de citer Soral, c'est énorme. Quand une minorité autrefois opprimée a tendance à se muer en minorité agissante, en se tissant un réseau de protection, en faisant voter des lois d'exception, en pratiquant la cooptation, la double allégeance, de peur de voir l'histoire se répéter, cette communauté, par sa vision mythique et fataliste, ne prend-elle pas alors le risque de créer de toutes pièces l'agressivité dont elle voulait se prémunir? Le sionisme, donc, est à l'origine de l'antisémitisme, si je vous ai bien compris. Non, parce que moi je suis sur la France, à la limite. Moi je dis simplement, quand des juifs, de peur d'être persécutés en France et de peur qu'on ne respecte pas la charte républicaine, en se référant toujours à l'affaire Dreyfus. Je savais que Dreyfus finalement a été blanchi et réintégré dans l'armée, hein. Donc c'est une histoire de la dignité française, si on la regarde dans toute sa longueur. Quand le juif a peur que la charte républicaine ne soit pas respectée, c'est-à-dire qu'on ne le respecte pas en tant que citoyen, et que du coup il dit je vais quand même me créer un réseau communautaire au cas où, eh ben, le citoyen lambda comme moi qui n'appartient à aucune communauté, parce que moi j'appartiens à la grande communauté des paumés, c'est-à-dire que j'ai personne derrière moi, je suis savoyard, et le seul lobby savoyard qui existe en France, c'est les cols rouges de l'hôtel Drouot, vous voyez, et les ramoneurs. C'est pour ça que j'ai jamais pensé que les savoyards étaient un peuple élu, parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi, bien qu'on vive au-dessus des autres en Europe. C'est nous qui vivons le plus haut, donc on est au-dessus des autres. Mais donc à un moment donné, je me dis, ce juif un peu inquiet, parce qu'on lui vend aussi une propagande, c'est quand même Jean-Jacques Goldman qui a dit si la France est antisémite, je le saurais. C'est quand même le chanteur préféré des Français, vous voyez, hein. Et à un moment donné, il se dit quand même, au cas où il y aurait un retour parce que Finkielkraut leur fait peur, alors au cas où il y aura un retour d'antisémitisme en France, je vais quand même être un peu communautaire, je vais peut-être réétudier un peu le Talmud, je vais peut-être me mettre dans des associations, je vais peut-être m'adonner à l'Observatoire du monde juif, et du coup d'un seul coup le citoyen français comme moi, il se dit mais dis donc, on m'avait dit que le juif était assimilé, que c'était un français d'origine juive, citoyen comme moi, et je vois d'un seul coup qu'il appartient à des tissus d'associations, de machin, et qui participe à ce qu'on appelle un lobby, et d'un seul coup je me dis merde, il m'a trahi, je lui ai tendu la main de l'égalité, et il lui me renvoie le refus de l'inégalité de l'autre. Et aujourd'hui, je dis qu'une certaine paranoïa juive crée de l'antisémitisme. Faites-nous confiance, messieurs les Français d'origine juive. Je vous assure que les vrais antisémites en France sont 0,001% de la population, et les autres sont simplement un peu agacés d'un communautarisme juif qui peut-être est une maladresse, parce que pour moi, vous incarnez, monsieur, excusez-moi, c'est un peu cette maladresse, mais je crois que vous faites un gros boulot parfois pour la cause palestinienne par votre extrémisme incompréhensible en France, qui était quand même un pays où ça va quand même pas si mal en dehors de l'économie. Et c'est là où je veux dire que les antisémites pour moi sont un peu délirants, parce que je pense pas que s'il y a des licenciés chez Moulinex ou chez LU aujourd'hui, ça serait à cause de la plutocratie juive. Vous voyez ce que je veux dire? William Goldman. Hein? Oui, je ne sais pas qui est paranoïaque. Je veux dire par là que moi, vous savez, on est toujours le communautariste de l'autre. Soral reconnaît d'ailleurs qu'il est un peu communautariste. De quelle communauté, s'il vous plaît? Oui, de la communauté nationale. De la communauté nationale. Oui, mais moi je crois à l'identité, Soral. Moi, je crois à l'identité nationale française, et par ailleurs, je crois à mon identité juive. Et je suis plutôt le défenseur des identités, dès l'instant elles sont pas agressives. Et moi, vous savez, peut-être même avant vous, Soral, en ce qui concerne la communauté nationale française, à laquelle je crois, j'en ai été, je pense, l'un des défenseurs lorsque, par exemple, je disais qu'un État souverain avait le droit de réguler ses flux migratoires pour protéger son identité lorsqu'il était agressé, que ça n'était pas du racisme. Alors je pense qu'avec une même cohérence, et sans que je sois pour autant taxé de racisme, eh bien lorsque la communauté à laquelle j'appartiens, dans mon processus identitaire, est agressée, dans ces synagogues,
Non. Est-ce que vous exagérez pas un petit peu Je n'exagère. Est-ce que vous auriez l'honnêteté de parler de ce fameux rabbin qui a été poignardé, dont il y a eu un article signé par monsieur Gozlan dans Marianne? Attendez. Est-ce que oui, de quoi je parle? Attendez, le racisme. Rabbin libéral, hein, oui, mais enfin, attendez. C'est grave cette histoire-là, monsieur. Non, attendez, je ne sais rien. Je ne sais rien sur ce rabbin. Mais vous savez, même dans les processus, à supposer même que vous aviez raison, même dans les processus de racisme, il y a aussi également des inventions. On a vu des fillettes, noires se faire des scarifications sur elles-mêmes. C'est pas pour ça. C'est quand même de l'appel à la haine. Ce que je veux dire, si vous niez la montée d'actes de violence anti-juifs en France depuis le début de l'intifada, c'est difficile effectivement là de s'entendre. Premièrement. Deuxièmement, je ne nie pas, mais vos solutions ne sont pas les bonnes. Je persiste à penser également que la vision de focaliser sur Israël, de ne pas voir les actes de terrorisme anti-juifs également en Israël. C'est une question de point de vue. Mais bien entendu, je vous explique le processus de communautarisme à la fois au plan national et au plan ethnico-religieux, tel que je le conçois, tel que je le considère comme cohérent, et qui n'est pas, à mon avis, critiquable. Parce que le communautarisme juif, que vous êtes le seul pratiquement à pointer vraiment... Parce que j'ai ce courage, monsieur. Attendez, il n'y a... terreur en France. Il n'y a aucun courage. J'ai tenté de vous expliquer qu'il n'y a aucun courage. Dès l'instant... Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais enfin, il n'est pas le seul à pointer le communautarisme juif. Non, mais il y a aucun... Le communautarisme juif existe, malheureusement. Ça met en danger les Français d'origine juive qui s'en foutent, quoi. Il n'y a aucun... Vous avez le droit de l'écrire. Il n'y a aucun courage aujourd'hui à reprocher aux Juifs leur communautarisme dès l'instant où on veut bien l'habiller sous un angle pro-palestinien tel que vous le faites. Si vous écriviez les mêmes choses sur le peuple élu en vous disant pro-israélien, on vous agoniserait d'injures. Je ne suis ni pro-israélien ni pro-palestinien, je suis français, monsieur. Non, mais écoutez, j'ai lu votre livre, vous comparez... Vous avez lu celui d'avant? Non, malheureusement... C'est celui qui a fait les attaques les plus violentes sur la délinquance arabo-musulmane des banlieues. Et j'ai reçu beaucoup de lettres de sympathie. J'aimerais savoir... Non, je voudrais terminer. Sur le communautarisme juif, entre guillemets, je considère que... Non, mais sur ce communautarisme-là, la communauté juive, elle est pour la démocratie. Elle est loyale vis-à-vis de la France. Elle pose pas des bombes. Elle insulte pas la Marseillaise, elle la chante. Elle croit en la nation française. C'est parce qu'on l'a abandonnée il y a 1 an et demi, justement, à son sort, en disant c'est pas de l'antisémitisme ça. Les juifs qu'on route coup dans les rues, c'est pas de l'antisémitisme, c'est des petits délinquants. C'est parce qu'on a osé faire ça. Parce que cet antisémitisme-là venait soit de l'extrême gauche, soit de l'islamisme, que la communauté, elle s'est durcie, elle s'est raidie. Je vous signale un point important, c'est qu'il y a 1 an et demi, quand ce genre d'action absolument odieuse et inacceptable a commencé, excusez-moi, interdit de nous plaindre. Quand ça a commencé, cela faisait suite. Cela faisait suite, quand même, entre Broman et Soral. Je suis content. Vous permettez, les téléspectateurs savent voir, vous n'avez pas besoin de diagnostiquer pour les spectateurs ce qui est ensemble ou pas. Je suis content de voir ce bel ensemble entre Voilà. Il y a 2 ans, quand ces actes anti-juifs ont commencé, effectivement, cela s'inscrivait aussi dans une déclaration communautaire d'un certain nombre d'institutions, dont le CRIF, qui portait les juifs dans un soutien inconditionnel à la politique israélienne. Or, ce dont nous parlons... Pourquoi on a le droit de bastonner les juifs dans les rues? Non, on n'a pas le droit, mais on a le droit de s'interroger, sur la soudaineté d'un phénomène. Ça ne veut pas dire que ce phénomène est légal et acceptable. Ce phénomène doit être puni, mais on a le droit de alors il suffit de dire cela. Alors il suffit de dire cela. Rapide à une question importante. Est-ce que l'intervention américaine en Iran ne risque pas, paradoxalement, de renforcer le soutien à la cause palestinienne en enfermant les États-Unis et leurs alliés israéliens dans la posture d'agresseur? Parce que finalement, c'est comme ça qu'ils sont perçus aujourd'hui. C'est possible. Enfin, vous savez, aujourd'hui, la situation d'Israël et de la communauté juive en France
est dans une situation évidemment paroxystique. On les voit au terme de ce débat. Quoi qu'il se passe et quoi qu'on dise, ce sont les Juifs qui ont tort. Je voudrais prendre par exemple un exemple. Je suis aussi juif que vous. C'est les Juifs antisémites. Enfin, vous êtes un Juif quand même très ouvert, par exemple au discours de Soral sur la notion de peuple élu, qui est un discours ouvertement assumé anti-judaïque. Donc je vous reconnais, je reconnais que vous êtes un Juif extrêmement ouvert. Non, mais je veux montrer le front qui se dessine là et qui ne m'étonne pas. Je ne sais pas parce que Soral a, par rapport à Le Pen au Front National, des phrases. Je viens du Parti communiste. Non, d'accord, mais vous savez. Je ne vois pas beaucoup de contradictions dans ce que vous dites entre le parti. Je suis très peu contradictoire, moi, monsieur. Non, mais il n'y a pas de contradiction. Il n'y a effectivement pas de contradiction entre un parti communiste très national et le Front. Voilà. Absolument. L'histoire s'accélère, le débat aussi. Merci à vous. Je veux qu'on sache que j'ai été invité, sans doute par des élèves et des lecteurs à ce salon, et qu'on m'a désinvité en douce en me menaçant de me passer à tabac, et que ce monsieur qui se prétend le directeur des établissements me demande de partir en douce parce que ma sécurité ne peut pas être assurée. Alors je vous garantis que je n'ai aucun problème de sécurité nulle part. Tout ça est une manipulation. J'ai fait tous les salons du livre depuis des années, on ne m'a jamais agressé, sauf 2 fois par des commandos extrémistes que vous connaissez très bien, monsieur. Et je pense qu'à la limite, votre désinvitation est une forme de menace, car vous m'avez dit que si je venais, je serais probablement passé à tabac. D'accord? Alors je vous dis, je suis un écrivain français, et c'est pas vous qui me ferez baisser les yeux, et je viendrai signer ici car j'ai été invité, et qu'on me passe à tabac, et que ça se voit et que ça se sache. Car la dernière fois que j'ai été passé à tabac par un commando de 35 nervis fascistes, dans une librairie dans le Marais, les médias en ont très peu parlé, n'est-ce pas? Il y a eu 7 blessés graves. La libraire a été défoncée à coups de matraque, c'était une brave dame, d'origine grecque, elle est partie à l'hôpital psychiatrique et sa librairie a fermé. Et voilà, monsieur, hein, je veux que ça se sache, ok? Maintenant vous me foutez la paix. Oui, je suis là pour que ça se sache. Et là, vous étiez là pour qu'on ne sache pas qu'on m'avait viré en douce. J'ai votre petit mail sournois d'hier. Je voudrais que tout le monde le lise. Voilà. Je dois signer mes livres normalement ici. J'aimerais mes livres. Qui êtes-vous? Vous êtes venu pour moi? Ah oui, voilà, il y a des menaces prises sur moi et donc j'ai pas signé. Monsieur, je vous ai déjà répondu, donc maintenant vous me laissez, vous poussez parce que vous m'empêchez de signer, monsieur. Hein? Voilà, merci monsieur, je l'ai signé. Je vous en prie. Vous ne ferez pas baisser les yeux ni la garde, parce que j'ai résisté à plus méchant que vous. Vous êtes méchants, vous êtes profondément méchants. Vous baffez toutes les lois de la démocratie, toutes les traditions qui sont les nôtres, n'est-ce pas? Si M. Redeker venait signer ici et que vous appreniez qu'il était menacé par des groupuscules, il y aurait 3/4 de CRS devant la porte, vous le savez très bien. Hein? Et si les gens doivent me passer à tabac, ben j'attends de les voir et qu'on sache qui c'est. Si, c'est déjà arrivé 2 fois, monsieur. C'est arrivé 2 fois. Quand je suis rentré du Liban, je me suis fait agresser 1 semaine après. On m'a jeté de l'acide au visage, dans la rue. Alors laissez-moi signer. Donc il n'y a pas de problème de sécurité, monsieur. Excusez-moi, personne ne veut me passer à tabac ici, donc j'ai pas de problème de sécurité, donc je peux signer mes livres. En arrivant, on m'a dit que vous n'étiez pas programmé. Je suis programmé, vous m'avez vu, je suis sur le programme. Ah oui. Hein? Non, je vous ai pas vu sur le programme, justement. J'y étais, évidemment. C'est la question que je me suis posée. Hier soir. Vous êtes là pour faire un éclat, c'est assez réussi. Je suis là pour signer mes livres. C'est quelqu'un qui est venu. Et justement, il est on n'a pas gardé les bases. C'était pas très oui, mais c'est non, mais c'est décalé parce que... Le jour où ça serait vous qui serez menacé, vous serez content que je vienne vous défendre. C'est quoi la solidarité entre écrivains? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis pas écrivain, je m'occupe de ce stand. Et si vous voulez les signer, allez les signer ailleurs. Bah, si ce monsieur me trouve une table où je peux aller signer, je serais très content d'y aller. Je refuse de quitter l'établissement. On a des auteurs qui vont défendre si c'est pour leur livre. Demandez ça à ce monsieur. On peut parler de lui, on peut parler de
directeur de la communication. Il y a un écrivain qui se fait virer d'un salon du livre parce qu'on menace de le passer à tabac. Vous êtes écrivain vous-même et ça vous gêne pas? Hein? Ça vous rappelle rien tout ça? Vous êtes assistant, bah assistez. Moi je suis écrivain. En plus, l'écrivain dont vous parlez n'est pas là, alors donc vraiment c'est de la dialectique votre truc. Merci. Vous arrêtez avec le portable, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Non, vous sortez. Monsieur, non, je ne vais pas assurer votre sécurité. Est-ce que vous n'êtes pas des civils? Peu importe, vous êtes aujourd'hui, vous êtes indésirable. Vous êtes la police, rangez vos papiers, monsieur. Rangez vos papiers, d'accord? Vous n'assurez pas ma sécurité. Mais si, on va vous accompagner jusqu'à vous emmener dehors, à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement. Peu importe, je m'en moque de ça. Vous n'êtes pas décidément, et sur l'invitation, nous, ça ne concerne pas. Je suis invité, monsieur. Rangez vos papiers. Invité, apparemment, les gens des rangez vos papiers. Je suis écrivain, on lui dit qu'on le désinvite parce qu'on ne peut pas assurer sa sécurité. Vous êtes la police et vous n'assurez pas ma sécurité, vous me virez. Et en plus, vous allez user de violence contre moi? Non, monsieur, je vous demande. Je voudrais que ce soit filmé. Bravo Sciences Po, bravo! Bravo la démocratie, bravo! 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 Et merci même aux gens qui m'ont invité, parce que j'avais été invité à ce salon du livre. Et là, en fait, on fait sortir par la police. Vous voyez que ça c'est une de Sarkozy. Merci, messieurs, la sécurité. Super! On reviendra, merci! On vient de loin! C'est le rapport à les élections. On vient, ça va être chambé. Je suis écrivain, je suis invité, on me dit, vous ne pouvez pas venir parce que votre sécurité n'est pas assurée. Et c'est vous qui venez me sortir. C'est dégueulasse, c'est même pas les yeux. Moi j'explique le pourquoi de notre intervention. Là c'est un lieu, il y a une personne qui régit ce lieu. D'accord, jusque-là on est d'accord. Une personne qui est responsable dessus, s'il nous appelle parce que... Là dans la rue j'ai le droit d'être, si je fais pas de... Oui, la rue appartient à tout le monde. Donc je peux rester là. La rue appartient à tout le monde. Attendez, excusez-moi, j'ai des lecteurs qui viennent à ma rencontre. J'aimerais pouvoir en dédicacer mes livres ou les rencontrer. De quel droit m'empêchant de rester là? Je fais pas de là aussi. Vous avez gêné je peux m'éloigner un peu? Vous sortez du secteur. C'est quoi le secteur? C'est quoi jusqu'à où? C'est subjectif. Jusqu'à où? Droite, gauche, soit jusqu'à Saint-Germain, soit vous partez sur Grasberg. Donc j'ai pas le droit d'être dans la rue. Un secteur défini. Et pour aller te Damas, à Damas, pourquoi pas? Et le contre à Paris. On se rend des consignes précises. À combien de mètres? Limite droite, limite gauche, limite à hauteur. La nouvelle justice qui dit voilà, tu peux aller là. Jusqu'à où t'as bougé? J'ai déjà quitté les lieux, je suis sur le trottoir. Il y a un mec qui vous appelle. Qui venait me rencontrer. Je voudrais pouvoir passer, si délicacer le livre. Eh bien, vous allez les rencontrer. Je suis invité.
de comprendre où est le droit là-dedans, et la loi. Le droit, il est que même si vous avez été invité, vous êtes indésirable sur les lieux. Parce que ma sécurité est en danger. Mais on ne parle pas de sécurité. Si, c'est marqué dans le on en parlera un peu. C'est tout mélangé. Vous n'êtes pas désiré ici, c'est tout. Vous n'êtes pas désiré. Embarquez Soral, cassez la Soral. Je vais passer quelques minutes à l'école. Moi je vous demande juste de quitter les lieux. Je suis un garçon raisonnable, intelligent. Dans ce cas-là, je suis un écrivain, pas un délinquant. Messieurs, j'espère que vous aurez vu comment on traite un écrivain. La police protège un écrivain menacé, comme vous pouvez le voir. Merci encore. Au début, vous prononcez le mot amour. Oui, mais c'est très, d'une certaine manière, c'est une très grande immaturité de se dire que le but de la vie, c'est de rencontrer l'amour. Enfin, je veux dire, c'est construire toute sa vie sur la nostalgie. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas ses parents pour retrouver sa mère, on quitte ses parents pour rencontrer le monde. Il y avait cette idée-là. Mais vous, on a l'impression que vous n'avez pas voulu remplacer vos parents. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'avais un manque très fort, c'est-à-dire que j'ai pas eu la mère que j'aurais souhaité avoir ou je sais pas trop quoi, et donc je suis arrivé dans la grande ville sans un rond, c'est-à-dire capital financier zéro et capital affectif aussi, je dirais près de zéro. Mais si j'avais par exemple même tué un drogué, enfin, ce truc-là c'est comme un héroïne, il te faut ta dose, quoi. Et quand j'ai réussi à admettre ça, c'est-à-dire que je ne me suis pas seulement caché derrière la libye culturelle de la progression intellectuelle sur les femmes et que j'ai admis le côté pathologique, qu'il était un peu minable de ne pas pouvoir s'en passer, parce que quand même l'homme, le vrai, c'est celui qui peut s'en passer, j'ai senti que j'avais fait un pas en avant. Vous, le sentiment de vous punir en permanence, justement, en vous enfermant dans cette solitude? Moi, chaque fois que j'ai été avec une femme longtemps, j'ai ressenti que je renonçais à certaines choses pour la femme, parce que moi j'écris, je lis, je fais des choses comme ça, il faut pouvoir se relever au milieu de la nuit, et en général c'est mal vécu par quelqu'un qui est avec vous. Et quand je me pose le choix, la femme ou le livre, je choisis le livre. Hein. Vous n'êtes jamais pris les pieds dans les filets, à savoir tomber amoureux? Ah oui, moi je suis tombé amoureux. Ce qui est que le côté d'ailleurs très... où la vie de dragueur c'est une leçon de courage, et c'est aussi surmonter son espèce de nostalgie de la mer, qui est une très grande faiblesse affective, qui est de toujours se laisser aller à aimer, parce que on met en avant toujours le prestige, l'amoureux a toujours tous les droits, tous les trucs. C'est très médiocre de se laisser aller à l'amour très facile, tout le temps comme ça. C'est un peu faire sous soi, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas très respectable. Ça veut dire que lorsque vous étiez amoureux, il fallait vous reprendre. Oui, bien sûr, parce que quand on est un petit paumé, à la limite, être amoureux, c'est la chose la plus évidente du monde, c'est se laisser aller à sa nature. Et pour moi, se laisser aller à sa nature, ça n'a rien de méritoire, même s'il y a toute une idéologie depuis 20 ans qui vous disent qu'il faut se laisser aller à sa nature. Ça conduit à la bestialité, à la stupidité. Et moi, je me disais, tu n'as pas les moyens, Alain, de tomber amoureux de cette fille, car tu vas l'avoir dans le cul, tu vas être malheureux. Et donc, je me cramponnais. Et même si j'étais amoureux, j'ai joué le jeu du mec qui ne l'était pas. Et j'ai séduit des filles, pensant que j'étais un loupard glacial, alors que j'étais amoureux d'elle et qu'elle ne le savait pas. Et que si jamais elle l'avait su, elle m'aurait jeté. Ce qui est le côté un peu très... Vous ne l'avez jamais avoué? Jamais. Oh, vous avez hésité? Non, non. Non, enfin, pas dans ce cas de figure-là. Par contre, si, il m'est arrivé de... moi, en fait, ma vraie souffrance, les fois où j'ai souffert en tant qu'amoureux, c'est avec deux cas de figure, c'est avec une pute et avec une pauvre. Parce qu'en fait, je suis tombé amoureux d'une call girl de haute volée. Puis à un moment donné, je suis aussi comme une espèce de... Je sais pas, peut-être à cause d'une culpabilité, je suis tombé amoureux d'une petite serveuse de café. Et quand je lui ai dit, comme j'ai dit celle-là, je ne lui mens pas, je lui ai dit que je suis amoureuse d'elle, elle m'a traité comme une merde. C'est l'ironie de la chose, quoi. Déjà, j'ai croisé plusieurs fois Tariq Ramadan depuis ces 10 dernières années, et je l'ai soutenu très longtemps. Parce que je pense que dans un vide qui a correspondu au vide des années 90, notamment à l'époque de L'Un sur le foulard, Tariq Ramadan, par son érudition, son élocution, était bien plus à même d'incarner une certaine fierté musulmane que les musulmans de service, qui étaient en général des blédards manipulés par tous les pouvoirs, d'ici ou d'ailleurs. C'est sûr qu'entre l'imam de Drancy et Tariq Ramadan, il n'y a pas photo. Donc j'ai très longtemps dit, j'ai très longtemps été pour Tariq Ramadan, contre ses opposants comme Caroline Fourest. Voilà, et puis à un moment donné, je lui ai posé des questions, en direct et en indirect, auxquelles il n'a jamais voulu répondre.
Et surtout, j'ai remarqué que progressivement, au départ, il dénonçait la mainmise de certains intellectuels sur la France, il parlait même de liste, donc il dénonçait une domination. Il a d'ailleurs été sanctionné pour ça, c'est secoué. Et petit à petit, j'ai remarqué que son discours, c'était un fléchi, et que plus son discours s'infléchissait, moins je le trouvais légitime pour deux raisons. D'abord, je posais cette question claire et nette. Les représentants des Français de confession musulmane sont toujours choisis de l'extérieur, et même quand on a l'impression qu'ils sont choisis de l'intérieur, ils viennent de l'extérieur. Il y a 7 millions en France de Français musulmans. Pourquoi cela fait maintenant 15 ans qu'il n'y a que Tariq Ramadan pour parler des musulmans français? Il n'est pas français. C'est quand même clair, non? Il ne vit pas en France, et il ne vit pas, c'est pas une question de théologie, c'est une question de stratégie politique et de vie quotidienne, il ne sait pas ce que vivre en général en tant que Français pauvre, puisque les musulmans sont socialement issus des classes inférieures, je ne parle pas des Saoudiens de Vésinet. Il ne sait pas concrètement ce que c'est que le rapport quotidien aux Français de souche dans une situation aggravée par la crise économique et manipulée. Et les réponses théologiques à ces questions quotidiennes n'ont aucune valeur. Car la loi républicaine, comme vous le savez, est une loi terrestre de rapport de force et elle est changeable. Alors quand Ramadan dit la loi sur le foulard est illégale par rapport à la loi républicaine, il n'a pas compris qu'il suffit que la franc-maçonnerie se réunisse, ils font des planches et ils font changer la loi. La loi est un rapport de force en France. Donc je trouvais que sa réponse pseudo-théologique ou théologico-politique était à côté de la plaque, car il valait mieux intégrer le rapport de force et comprendre une fois de plus les ennemis primaires et secondaires. Et moi, je n'étais pas l'ennemi primaire de Ramadan. Simplement, à un moment donné, nos relations se sont refroidies. Et deuxièmement, je dis, pendant un certain temps, il valait mieux que ce soit Ramadan qui parle plutôt que l'imam du bled payé par les services algériens, par le régime marocain via le projet Aladdin et la famille Azoulay, etc., etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, il tient la place pendant un certain temps, mais finalement, à force de la tenir, il la bloque. Parce que où sont les jeunes Français musulmans qui sont montés derrière lui pour enfin que les Français se disent il y a des Français musulmans qui parlent, ce ne sont pas toujours des étrangers qui parlent. Parce que le Français de base, il y a un piège. Quand on donne la parole à Tariq Ramadan, le Français de base, il dit oui, il est très fort ce dialecticien étranger qui représente finalement l'islam de l'étranger. C'est un petit malin, c'est un bon dialecticien. D'ailleurs, on ne comprend jamais quand il répond à une question ce qu'il voulait vraiment dire, tellement il est fort en dialectique. Je me dis finalement de choisir Ramadan pour parler des musulmans, c'est pas lui qui choisit, on l'invite. Est-ce que ce n'est pas un piège tendu pour que les Français se disent les musulmans sont des étrangers qui ne répondent jamais clairement aux questions qu'on leur pose? Donc je me dis à un moment donné, Tariq Ramadan, plus le temps a passé, plus il était étrange qu'il n'y ait pas parmi les 7 millions de Français musulmans un musulman français, que ce soit un musulman converti ou un musulman issu d'immigration, qu'à Bac plus 7, qui s'exprime parfaitement et qui puisse parler en tant que Français musulman. Pourquoi faut-il aller chercher un Suisse d'origine égyptienne qui enseigne en Angleterre? Je me dis à un moment donné, même Ramadan lui-même devrait chercher des gens pour aller parler à leur place. Parce que quoi qu'il dise, même s'il le dit bien, il est piégé par ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on se dit, il n'y a pas de musulmans pour parler au nom des musulmans. Les musulmans sont le parti de l'étranger. Ce sont des anti-français. Et surtout, Ramadan, malheureusement, est très souvent sur des positions anticolonialistes, anti-françaises, mondialistes, c'est-à-dire pro-immigration. Je ne vois pas pourquoi un Français musulman serait pour l'immigration. Comment? C'est lui qui progressivement... Moi, une fois, j'étais invité au congrès de l'UOIF. Je me suis rendu. Nous sommes retrouvés à sur une photo avec lui, moi et Dieudonné. Moi, j'ai des sympathies avec les gens du Front National. En permanence, on me dit, qu'est-ce que tu fais avec les musulmans? Un Ramadan peut dire, qu'est-ce que tu fais d'un seul coup à discuter avec Soral? Moi, je n'ai pas écrit un texte long comme le bras pour me laver les mains après lui avoir serré. J'assume de rencontrer Ramadan, lui parler. Lui a dit, j'ai rencontré Soral, mais c'est une erreur, je me suis lavé la main après lui avoir serré. La dernière fois, moi j'ai défendu Chicha contre Caroline Fourest. Lui a fait un texte de solidarité avec Fourest contre Chicha au nom de la liberté de pensée voltairienne. Excusez-moi, Voltaire, pour moi, c'est pas une référence. Ni au niveau des valeurs, moi je suis rousseauiste, et au niveau de l'islam, je vois pas. Ramadan n'est plus le Ramadan d'il y a 10 ans. Il n'est plus le Ramadan il y a 10 ans parce que le contexte a changé et que maintenant il bloque une place alors qu'il aurait dû former les gens pour effectivement incarner les Français musulmans respectables et respectés par les Français. Alors pour l'instant il bloque la place, il la garde. Et puis petit à petit, son évolution s'est quand même faite. C'est qu'avant il était quand même quelqu'un qui tenait la dragée haute au pouvoir sarkozyste sur des lignes antisionistes et de domination communautaire assez claires. Et aujourd'hui sur l'affaire libyenne,
Il a accompagné la pacification libyenne d'Al-Qaïda tout en disant que, après coup, une fois que Kadhafi est mort, que Kadhafi était un grand leader africain qui essayait de faire une monnaie pour l'Afrique, qui avait aidé l'Afrique, qui était d'ailleurs et un musulman et un arabe. Donc là, je me dis, comment se fait-il qu'il a soutenu Bernard-Henri Lévy? Parce que là, je vais vous la faire courte. Derrière, il était avec Bernard-Henri Lévy sur la pacification de la Libye. Et ben moi, je me suis fâché avec un ami de 25 ans qui est Marc-Édouard Nab. Vous voyez? J'ai dit, on est en guerre, et maintenant tu es de l'autre côté. Donc tu es mon ennemi, parce que moi je suis aujourd'hui contre la destruction impériale de la Libye, c'est fait, et je suis aussi contre la destruction impériale de la Syrie, et je ne refuse d'admettre la lecture impériale de la Syrie, comme quoi ça serait une guerre de méchants alaouites contre des gentils sunnites. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On sait aujourd'hui d'ailleurs que ce sont des agents extérieurs, armés. En fait, c'est la stratégie Al-Qaïda. Et malheureusement, Ramadan n'est plus le Ramadan d'il y a 10 ans. Et certaines questions que je lui pose, il ne veut pas y répondre. Je dis à un moment donné, il y a deux stratégies. C'est à qui profite le crime et chercher l'argent. Qui te paye et à quoi tu sers. Je vois qu'aujourd'hui, Ramadan montre un centre de recherche islamique au Qatar. Je me dis, c'est un gros handicap pour lui, parce que le Qatar, c'est une base américaine, vous le savez très bien. C'est un pays... Quand on veut défendre les statuts sociaux des Français musulmans sur le plan du droit du travail ou de la citoyenneté, au Qatar, interdiction de partis politiques, interdiction de syndicats, et base américaine, berbères, milliardaires décadents, et les travailleurs immigrés, on leur prend leur passeport. Vous voyez ce que je veux dire? Comment, moi, si demain j'acceptais l'argent d'une dictature néo-nazie, vous voyez, vous auriez des problèmes avec moi. Je dis, Ramadan, à un moment donné, se met en danger lui-même quand il accepte l'argent des Qataris, et qu'on ne me dise pas, oui, mais il a pris l'argent, mais il fait ce qu'il veut. On travaille toujours pour qui vous paye. Le professeur d'histoire le sait là-bas. Quand il est payé par l'éducation nationale, il est obligé de faire le programme officiel, et s'il s'en éloigne, il sera viré. Donc, Ramadan, quelque part, est pris, malgré lui, progressivement, dans une logique mondialiste à laquelle il est intégré, qui fait que de plus en plus, je le vois de moins en moins légitime pour parler des musulmans de France parce qu'il n'est pas français, et je le vois de plus en plus sur une ligne de collaboration musulmane ou projet mondialiste, qui est peut-être des accords secrets ou pas secrets passés entre les frères musulmans et un certain redécoupage du Maghreb et du Moyen-Orient. Tout ça, on le constate par ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Tunisie, etc. Et je vois que quand je lui pose ces questions, il dit il sera les fous, les complotistes. Et il invite Marc-Édouard Nab pour faire un truc anti-Soral, ce qui était une maladresse terrible de sa part, parce qu'il est obligé de désavouer Nab sur toutes les questions. Je dis, moi, j'attends que Ramadan me réponde. Voilà, tu vois. Et moi, si vous regardez historiquement, je n'ai jamais attaqué ma Ramadan. Je le fais depuis quelques mois. Depuis 2002, je ne fais que le défendre, hein, y compris à l'intérieur du Front National, etc. Et j'ai toujours dit, je préfère avoir comme voisin Tariq Ramadan que Caroline Fourest. C'est-à-dire un type bien élevé, qui est d'ailleurs un concitoyen suisse, nous sommes citoyens de Genève tous les deux, bien élevé, cultivé, et charmant d'ailleurs physiquement, qu'une lesbienne hystérique payée par Bernard-Henri Lévy pour m'emmerder, vous voyez. Donc effectivement, entre Ramadan et Caroline Fourest, je choisis Tariq Ramadan. Mais quand je vois lui que dans le même temps, entre Chicha et Caroline Fourest, il choisit Caroline Fourest, je me dis, est-ce qu'il n'a pas perdu un peu de liberté par rapport à avant? Est-ce qu'il n'est pas coincé par certaines alliances qu'il a passées, etc. Parce que je sais que sa chaire d'islamologie à Oxford est payée par le Qatar. Et puis je me dis à un moment donné, quand je m'intéresse à l'islam profondément, je lis et j'écoute Cheikh Imran Hussein. Je dis, Cheikh Imran Hussein est un théologien musulman. Tariq Ramadan est un islamologue. Un islamologue, c'est pas un musulman. Un islamologue, c'est quelqu'un qui, avec les outils de la laïcité occidentale, étudie l'islam comme on dissèque une souris. Je veux dire, comment est-on islamologue et musulman? À un moment donné, il faut choisir. C'est comme un juif laïque. Je ne crois pas aux juifs laïcs et je ne crois pas aux islamologues musulmans. Et je trouve, moi, Tariq Ramadan, en mon âme et conscience, parce que je suis un mystique et en même temps un intellectuel, c'est un politique pur. C'est un politique pur qui a une logique et qui a une stratégie. Et à un moment, dans sa logique et dans sa stratégie, il me semble qu'il est antinational, il est antinationaliste, il est pro-immigration et il est pour perpétuer le malaise post-colonial. Je le vois assis à côté de Rouya Boutelja à Bobigny et assis à côté des leaders de Alain Grèche du monde diplomatique. Alain Grèche, Vidal, etc. Vous voulez que je vous fasse remonter tout le logiciel du monde diplomatique de Vidal et de Grèche? Donc je dirais, c'est Tariq Ramadan qui a bougé. Ce n'est pas moi. Moi, je suis resté le même en face de lui. Et lui, il nous croise de moins en moins mon regard, il dévie, et moi je fais remarquer, mais je fais remarquer aussi pour Marine Le Pen. Je dis, Marine Le Pen, avec l'affaire Mera, tu as raté le deuxième tour de la présidentielle, tu es tombé dans tous les pièges de l'amalgame, délinquants, musulmans, immigrés,
voilà, c'était un piège qui a été tendu, elle est tombée dedans. Et moi, je passe beaucoup de temps à critiquer le Front National. Je passe autant de temps à critiquer le Front National qu'à critiquer Ramadan. Je critique tout le monde, même moi-même parfois. Je critique parfois mes pensées d'hier, parce que des fois, je suis plus communautaire qu'il y a 10 ans. Parce que j'ai découvert, à force d'études, que le communautarisme était permanent dans la République française, soi-disant citoyenne et laïque. Donc, moi, je dis, voilà, j'essaye d'avoir un dialogue avec les musulmans, je lui pose des questions, il refuse d'y répondre, parce que je pense que ces questions sont gênantes. Mais je pense qu'à la limite, ces questions, c'est à vous, musulmans français, de les lui poser. Est-ce qu'aujourd'hui, Ramadan ne joue pas plus une carte de l'islam dans une logique internationale, voire mondiale, qui est peut-être la logique des frères musulmans? Et est-ce que cette logique globale est l'intérêt des musulmans français? Je pense qu'en ce moment, ces deux stratégies, défendre le français musulman ou défendre une logique de la place de l'islam dans le processus mondialiste, ce sont deux logiques qui rentrent en confrontation. Or vous, votre intérêt c'est quoi? C'est de défendre le musulman français au quotidien ou de défendre une certaine stratégie, une participation d'un islam mondialiste à un processus de mondialiste? Et cette question, je la pose à Ramadan, elle me paraît très conceptuellement posée clairement. Je suis tout sauf un dingue, même si j'ai une communication assez libertaire qui est la mienne. Hein. Je suis l'enfant du professeur Choron, plus que effectivement, je ne sais pas de quel religieux catholique on pourrait parler. Donc évidemment, j'ai une forme d'expression parfois outrancière et provocante, mais là, je vous ai sorti une analyse conceptuelle assez rigoureuse. J'aimerais que point par point, Tariq Ramadan y réponde, mais c'est pas moi qui dois répondre, parce que je m'en fous, c'est à vous qui doit répondre. Voilà. La misogynie, c'est qu'au départ, tu crois que les femmes sont toutes ta mère et des anges, et tu découvres qu'elles sont des êtres humains. Et d'un seul coup, ça peut te rendre misogyne. En réalité, t'as pas de si tu n'avais pas mis les femmes ci au départ, tu les aurais pas mis ci bas ensuite. Tu vois. Et c'est ça la mécanique, c'est une mécanique de déception. Alors que le baiser, viandard, tu sais, qui aime le cul comme on aime la bouffe, lui, il adore les femmes, il n'y a pas de problème. Tu vois, il ne s'est jamais posé de question morale supérieure sur la femme. On cherche, à obtenir de la part des gens qui sont dans les médias un soutien inconditionnel à Israël. Donc je veux dire que la formation qualifiante pour exister dans les médias aujourd'hui, c'est d'être sioniste. Si tu es anti-sioniste, si tu es judéo-critique ou quoi que ce soit, tu dégages. C'est clair, le ménage est fait, hein, c'est clair. Hein. Je veux dire, si tu veux vérifier par ailleurs, d'ailleurs tout le monde le sait, hein, je veux dire, les mecs, c'est pour ça qu'ils bougent pas sur le sujet, parce qu'ils disent comment je vais manger demain, tu vois. C'est comme ça que tu distribues les boulots, tu vois. On va voir comment ça sort. Non mais je te préviens déjà, tu vois. Le lobby sioniste, un argument classique des antisémites. Tout comme d'ailleurs l'incapacité des juifs à se remettre en cause. Quand avec un Français juif sioniste, tu commences à dire il y a peut-être des problèmes qui viennent de chez vous, vous avez peut-être fait quelques erreurs, c'est pas systématiquement la faute de l'autre totalement si personne peut vous blairer et partout où vous mettez les pieds, parce qu'en gros c'est à peu près ça leur histoire, tu vois, c'est quand même 2500 ans que chaque fois qu'ils mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans ils se font dérouiller, tu vois, donc faut se dire c'est bizarre, c'est que tout le monde a toujours tort sauf eux, le mec il se met à aboyer, à hurler, à devenir dingue, tu vois, et tu peux pas dialoguer, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une psychopathologie, tu vois, du judaïsme sionisme qui confine à la maladie mentale.